Tu es resté dans le coma combien de temps? 10 jours. 10 jours. Ouais. 10 jours. Et ce qu'ils ont dit au début à ma mère, c'est s'il se réveille un jour, c'est un légume. Ok. Donc je me réveille, ils ont réussi à me stabiliser, je me réveille et je suis paralysé à gauche, tu vois. Ok. Et donc déjà, je sais pas si tu as vu le film Kill Bill, mais je me réveille pleine nuit, bip, 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 choqué, machine, truc, je suis intubé, je comprends pas, j'arrive pas à bouger mon corps à gauche, Hmm. choqué de fou. Et après, bon, les jours ont passé, t'as un truc, ils m'ont expliqué. Et moi, j'avais plus de souvenirs de rien, tu vois. Mhm. Enfin, j'avais 6 mois de trou de mémoire. C'est la nouvelle mentalité. Bienvenue les amis, encore une fois totalement dedans. On est dans un cadre différent aujourd'hui, on est à Vitry. On va accueillir un invité spécial. On change de cadre pour une fois. Let's go. Pour mes potes. Frérot, comment va? Ça vaut quoi? Ça va et toi? Tranquille? Très très bien. Bienvenue. Merci pour l'accueil. Déjà pour commencer, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter, dire ce que tu fais et qui tu es? Moi, c'est Max Valo. Je suis combattant professionnel depuis 2016 en sambo combat et en MMA. Pour aujourd'hui les amis, un tout autre cadre et surtout une toute autre discipline. Vous avez vu les oreilles? C'est pas pour rien. C'est parti. Jusqu'à la fin de ta vie. Déjà pour commencer, pourrais-tu nous dire déjà d'où t'es venue cette passion pour le sport de combat? Et alors moi, à la base, j'ai commencé par le judo à l'âge de 6 ans, même pas, ouais, 5-6 ans. Mes parents m'ont mis au judo, à savoir que mon grand-père était déjà ceinture noire de judo et que mes tantes pratiquaient aussi des sports de combat. Elles faisaient de la boxe anglaise et boxe française. Donc c'est une affaire de famille, Affaire les de sports famille. de combat. Ouais. C'est dans le sang. C'est dans le sang. Nickel, magnifique. Comme j'ai toujours dit les amis, aujourd'hui, on va encore une fois éventrer le bois. Donc, let's go. Aujourd'hui, on a un combattant. Je pense qu'il est important d'abord de parler de ton palmarès avant de vraiment rentrer dans notre discussion. Donc, ici, je vois que tu as été champion de France 2016 en sambo, Grand Prix de Paris 2016 aussi, Grand Prix de Paris 2017, Coupe d'Europe en Lettonie 2017, Grand Prix de Casablanca en 2018, Championnat de France 2018, Championnat d'Europe 2018, Grand Prix de France 2018, Grand Prix de Kazan 2018, Coupe d'Europe à Madrid en 2018, Championnat de France en 2019, Grand Prix de Paris en 2019, Coupe d'Europe République tchèque en 2019, Championnat de France 2020, Championnat du monde 2020, Championnat d'Europe 2021, ensuite Grand Prix d'Hollande 2025. Aujourd'hui, avec tous ces titres, avec tout ça, quand tu regardes tout ça, en fait, tout ce que tu as pu accomplir jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dis? Par rapport à ta carrière, par rapport à toi et à tout ce que tu as dû justement faire comme sacrifice pour en arriver là. Ce que je me dis l'aventure est belle. Mm. La vie m'a appris des choses. Ça aurait pu s'arrêter en 2017. Je pense qu'on en reviendra après. Et du coup, avec du recul, c'est une belle aventure. Une belle aventure humaine avec mon coach, avec mon club, avec tous les gens qui me côtoient, avec qui je partage ce bout de chemin de vie là, de compétiteur. Mhm. Et il y a des hauts, il y a des bas, il y a eu des blessures physiques et psychologiques. Mhm. Et mais avec du recul, tu vois, dans 10 ans, je verrai ça comme hey, j'ai réussi à faire ça, c'est bien, c'est bien, C'est c'est cool, c'est cool. c'est beaucoup déjà, c'est pas négligeable. Ouais, non, c'est pas assez, c'est pas assez. Parce que là, t'as dit c'est des médailles, mais il manque le titre de champion du monde. Il y a médaille au championnat du monde, mais il manque Mhm. le titre de champion du monde. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Déjà, je vais me contenter de ça, mais on a encore faim. Ouais, t'as encore le temps en plus, t'es encore jeune. Mais déjà, on va déjà commencer par la genèse. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu en fasses ta passion? D'où cette passion est née en fait, pour le sport de combat? Alors déjà, comme je te disais tout à l'heure, j'ai commencé le judo à l'âge de 6 ans. Mon grand-père était ceinture noire troisième dan. Mon père a fait un peu de judo aussi. Mes tantes faisaient de la boxe. Donc déjà, dans la famille, il y a toujours eu un petit lien entre nous et les sports de combat. Et
Et moi, avec le judo, j'ai vite accroché. J'ai fait aussi un peu de foot, j'ai fait un peu de rugby aussi. Mhm. Mais, c'est le judo, ça m'a appris en fait des valeurs de vie en fait, Mhm. des principes. Voilà, tu dois saluer le tapis, tu salues ton adversaire, que tu perds ou tu gagnes, tu salues le coach, Mhm. tu resalues le tapis. Mhm. Et, c'est là, cet art martial là où ça t'impose une discipline, une rigueur. Et, en fait, aussi, tu apprends à rester vite humble. Parce que des fois, quand t'es petit, tu fais tomber les gens, tac, tu crois que t'es fort. Tu vas prendre un mec qui a une ceinture moins forte que toi. C'est que je dis moins forte, t'es ceinture bleue. Tu vas prendre un ceinture vert, il va te Mhm. faire tomber. Donc, très, très vite et très, très jeune, tu apprends à rester humble. Humble. L'humilité, tu vois. Humilité, respect. Et donc, moi, j'ai grandi avec ça. Et, arrivé au collège, je suis passé en classe sportive judo. Ok. Donc, en gros, si tu veux, on avait les cours et soit le Sport-études, en matin, fait. ouais, sport-études. Sport-études, ouais. Donc en fait, soit le matin, tu avais judo et l'après-midi cours, vice-versa. Ouais. Et en fait, nous, à l'époque, on s'entraînait quasiment déjà tous les jours, voire 2 fois par jour, tu vois. À force en quatrième, troisième, je m'entraînais quasiment 2 fois par jour. Mhm. Et à la fin de ton cursus en troisième, tu pouvais, en gros, te former si tu voulais partir en pôle espoir en équipe de France, tu vois. Mhm. Pôle espoir. Ce que j'ai pas réussi à faire pour divers raisons. Et, après, donc du coup, déjà lié avec le judo. Et après, en continuant dans les sports de combat, j'ai commencé à me rapprocher du sambo combat et du MMA. Mhm. Et voilà, on est Mais toujours là. quand tu as pris la décision, en fait, d'en faire ta passion, ça a été bien reçu de la part de ta famille. J'ai cru entendre aussi d'ailleurs que vous êtes une famille de combattants, déjà en Un quelque petit peu, sorte. un petit peu, ouais. Mais est-ce que réellement c'est vers ça qu'on aurait voulu que tu t'orientes plus jeune? Déjà, le judo, tu te dis, vas-y, c'est un sport, les gens ils connaissent. Tout le monde connaît Teddy Riner, tout le monde connaît David Douillet, Mhm. truc. Le judo, surtout à Vitry en France, c'est quelque chose qui est quasiment tous les gamins, ils ont fait du judo, tu vois. Mhm. Donc te dire tu veux devenir professionnel de judo, parce que quand j'étais au collège, c'était ça, je voulais partir en pôle pour pouvoir devenir professionnel dans le judo et atteindre l'équipe de France. C'était l'objectif à la base Mhm. quand j'étais plus jeune. Ça s'est pas fait, je suis pas parti au pôle. Et après, quand je me suis réorienté dans le sambo combat et le MMA et que j'ai voulu en faire mon métier et essayer de vivre, en tout cas, survivre de ma passion, Mhm. euh, là, ça a été accueilli. Ouais, tu prends des coups, tu rentres dans une cage. À l'époque, c'était pas développé comme ça. Ça veut dire, nous, on allait combattre en Belgique, en Allemagne, en Suisse. En France, c'était interdit. Donc, du côté de ma famille, ça a été un petit peu compliqué de se dire. Ouais, tu vas rentrer dans une cage, tu vas aller faire du sambo, mettre des coups de tête à des mecs en Russie. Mhm. C'était un petit peu vu. Ouais, ça a été compliqué pour ma famille de se dire, ouais, le petit, il veut se battre, il veut que Mhm. se battre. Il va en faire sa vie, quoi. Il veut en faire sa vie. Mhm. Après, surtout après le coma, tu vois. Après le coma, quand j'ai fait le coma, ça a été encore plus. Ouais, faut que t'arrêtes. D'ailleurs, en parlant de ça, tu emboîtes le pas. Je pense que tu as vécu en cité, tu as grandi en cité, etc. Euh, Ce sport que tu pratiquais, est-ce qu'il a eu un impact dans ta jeunesse et dans ta vie de tous les jours ou beaucoup moins? Quand je dis ça, c'est parce que je sais que on a des cas où des personnes, par exemple, font un sport de combat dans le but de se défendre dans la rue. Et tu as ceux qui font justement un sport de combat pour se discipliner et ne pas avoir à devoir se défendre dans la rue. Tu faisais partie des- de quelle catégorie de jeunes, toi? Moi, je faisais partie de ceux qui, déjà, a toujours fait du sport. Donc, j'ai toujours été, comme je t'ai dit, judo, rugby, Mhm, un peu de foot au moment du lycée. mhm, Et en fait, moi, j'ai pas fait des sports de combat parce que j'avais besoin de me défendre ou je voulais apprendre à me défendre. mhm, Moi, très très vite, je me suis battu. Ça veut dire, au collège, je me battais. Au lycée, je me suis encore plus battu, même trop de fois, et ça m'a coûté beaucoup de problèmes. mhm, Mais en fait, c'était à la recherche
recherche de canaliser le truc, Ok. tu vois. Parce Mhm. qu'en fait, je me battais dans la rue, j'ai vu, j'étais fort. Je tapais des gens, j'étais fort en bagarre de rue. Mhm. Ça veut dire, au bout d'un moment, tu te dis, ah ouais, vas-y, t'es fort et tout, machin. Et en fait, j'avais pas peur de prendre des coups, j'avais pas peur d'en donner. Mhm. je- pour moi, c'était quelque chose de. En fait, c'est devenu quelque chose de banal, en fait. Mhm. Tu vois, au début, tu commences, tu te bats un peu, truc, et en fait, à arriver à un stade, c'est pas que c'était vital, Mhm. mais j'avais besoin de me battre. Donc, je cherchais pas la merde, mais la merde m'arrivait beaucoup. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu viens me casser les couilles, je te casse ta tête, tu vois. Et du coup, le lycée, ça a été compliqué par rapport à ça, parce que je me battais vraiment beaucoup. Mhm. Et mon coach de l'époque, quand j'étais revenu un peu au judo, il m'a dit ouais. Puis excuse-moi, j'ai un pote qui m'a dit ouais, tu devrais essayer de faire du MMA. À l'époque, ça s'appelait pas, enfin, on disait free fight. Ouais, Ouais, toi. faudrait que tu essayes de faire du free fight. Hein. Ouais, combat en cage, machin truc. Et à l'époque, je te parle de ça, c'est début lycée, tu vois. Et donc, j'ai ouais, 15-16 ans, et il me dit ça et tout le truc. Donc, moi, au début, je dis, ah, vas-y, moi, je veux juste faire du judo, laisse-moi tranquille avec ça. Et puis, Mhm. c'était encore même, c'était pas trop connu. Il Mhm. fallait regarder sur Internet les premiers combats, on commençait à regarder. Mhm. Et en fait, au fur et à mesure que je suis revenu un peu plus au judo, mon coach, Sam Izran, et il a vu que je faisais bien judo, et il m'a dit, ouais, essaye le sambo combat, toi qui aimes bien te battre et tout. Mhm. Peut-être que tu vas kiffer, ça truc. Et, euh, et du coup, j'ai commencé le sambo combat et le MMA parce que j'avais besoin de plus donner qu'au judo. Et, euh, et en fait, ça m'a permis aussi de me canaliser. Ça veut dire, Mhm. ok, j'aime me péta, je kiffe, mais là, je vais le mettre au service d'une noble cause. Tu Mhm. vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai un frérot qui s'est fait assassiner. Je me suis fait planter, j'ai d'autres amis, il leur est arrivé aussi des dingueries. Je suis arrivé à un moment dans ma vie où j'ai dit, ok, vas-y, toute cette haine, toute cette rage que j'ai, c'est mieux que je la mette vraiment au service de quelque chose de faire du bien avec. Ça veut dire, ok, je Mhm. sais me battre, viens, j'en fais quelque chose. Tu vois, au lieu Mhm. de faire n'importe quoi dans la rue, chercher les problèmes, avoir des problèmes, la justice, toute cette merde, Mhm. vas-y, vas-y, discipliné. Et en fait, quand tu t'entraînes 2 fois par jour, ah, t'as plus le temps de T'as traîner. pas le temps de traîner, t'as pas Quand tu as l'énergie des non plus. objectifs, Mhm. tac, faut aller faire un régime de tant de kilos. Tu as la prépa, tu t'entraînes à 8 heures, tu t'entraînes à midi et à 22 heures, tu vas faire ton footing pour perdre ton poids. Mhm. Tu traînes quand? Eh ouais, tu rentres et la seule chose que tu veux faire, c'est dormir. Donc, Mhm. donc déjà, tu traînes un peu moins déjà, tu Mhm. vois. Et du coup, moi, j'ai réussi à me mettre dans ce truc-là vraiment parce que j'étais arrivé à un moment donné dans ma vie où ça a été très, très, tu vois, D'ailleurs, j'aimerais te poser une question par rapport à ça, parce que dis-moi. tu l'as dit ici. Tu as parlé de la fois où tu as été. D'ailleurs, quand on regarde dans ton palmarès, il y a une période, justement, où tu as eu, si on peut dire, une petite absence. Ouais, petite absence. Et du coup, je pense qu'il y a aussi certaines choses que tu as eu à vivre dans ta vie personnelle, je pense, qui en sont la raison, dont celles qui font en sorte qu'aujourd'hui on t'appelle le Survivor. Survivor. Donc, pourrais-tu nous parler un peu de cette phase-là de ta vie, s'il te plaît? Donc, du coup, c'est canalisé dans le sport. Et un an après être rentré en équipe de France, Mhm. donc un an après mon premier combat de MMA, donc je suis professionnel, je suis en équipe de France, j'ai fait mon premier combat pro de MMA. Et Mhm. un an après, je fais un coma. J'arrive à l'entraînement, je tombe, je convulse, je suis intubé, machin truc. Mhm. Mort imminente, machin truc. Je vais à l'hôpital, ils me maintiennent en vie pendant 5 jours. Je fais à peu près 10 jours un peu plus de 10 jours, je crois, 10 jours de coma. Mhm. Et je me réveille de ça, paralysé à gauche, amnésique de 6 mois. Et c'était Et dû à quoi ça? C'était dû à quelque chose en particulier ou... les médecins, ils n'ont jamais su. C'est comme un AVC, Mhm. mais il n'y a pas de trace d'AVC. Mais pourtant, je suis paralysé à gauche. Il y avait des théories, tu sais, j'étais mis au truc des maladies rares.
Quand ils ont réussi à me stabiliser, je suis parti dans le truc des maladies rares. Mhm. Et donc, ils savent pas, AVC, orage, je sais plus comment ils ont dit, orage cérébral, machin truc. Mhm. Ils m'avaient dit que j'étais aussi épileptique. Épileptique, ouais. Excuse-moi. Épileptique. Ils ont dit aussi que j'étais épileptique alors que c'était faux. Mhm. Et donc, du coup, après ça, fin de carrière. Les médecins m'ont dit, tu travailleras plus, on te fait sauter ton permis et le sport, tu peux oublier. Je dis, ouais, frérot. Et au moment où tu es dans cette phase où on te dit tout ça, où tu entends Ouais. de tes oreilles que tu peux plus pratiquer ce sport que tu aimes, qu'est-ce que tu t'es dit? Je les ai insultés. Je les ai insultés, frérot. Mhm. J'ai dit, retire-moi mon permis, je vais te niquer. Français déjà, parce que j'ai travaillé dur pour me payer mon permis. Tu veux me faire sauter mon permis, t'es sérieux ou quoi? Mhm. Et j'ai dit, je vais revenir. Ouais, non, je dis, vous pouvez me dire ce que vous voulez, et je vais revenir. Vous pouvez me dire que je suis fou, je voulais entendre personne. Mais pour revenir un peu sur la phase de coma, donc tu es resté dans le coma combien de temps? 10 jours. 10 jours. 10 jours, et ce qu'ils ont dit au début à ma mère, c'est s'il se réveille un jour, c'est un légume. Ok. Donc je me réveille, ils ont réussi à me stabiliser, je me réveille et je suis paralysé à gauche, tu vois. Ok. Et donc déjà, je sais pas si tu as vu le film Kill Bill, mais je me réveille pleine nuit, bip, 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 choqué, machine, truc, je suis intubé, je comprends pas, j'arrive pas à bouger mon corps à gauche, Mhm. choqué de fou. Et après, bon, les jours ont passé, t'as un truc, ils m'ont expliqué, et moi j'avais plus de souvenirs de rien, tu vois. Mhm. Enfin, j'avais 6 mois de trou de mémoire. Donc voilà, et quand tu m'annonces ça, ouais, non, ma tête brûlée, frérot. J'en ai rien à foutre de ce que tu vas me dire. Mhm. Ouais, je suis paralysé, je vais remarcher, je vais faire ce qu'il y a à faire et je vais revenir, c'est sûr. Et en fait, 2 semaines après, j'avais une compétition. Et je m'étais mis dans la tête, genre mon coach il venait, je dis, ah, dans 2 semaines, il y a la compétition, hein, je le fais. Ouais, bon, reste tranquille, là, t'es paralysé, t'inquiète, ça va bien se passer, mais tranquille. Mais j'étais persuadé dans ma tête que j'allais la faire, la compétition. Et il n'y avait pas moyen. Je voulais être champion de France. Mhm. Parce qu'en 2016, je fais deuxième. Et donc là, c'était 2017, il fallait que je fasse premier. Et j'ai dit, c'est bon, je la fais. Mhm. Je ne l'ai pas faite. Mais dans ma tête, il n'y avait que ça. Tu vois, je vais revenir. Mhm. Je vais revenir. Et tu sais nous parler de ce moment justement de traversée du désert, on va dire, que tu as eu. Comment ça s'est passé? Justement, cette remise, déjà, je pense que consciemment, tu étais déjà prêt à l'idée de revenir. Ouais. Mais pour ton corps maintenant, comment ça s'est passé? En fait, le corps, il suit le mental. C'est con ce que je vais dire, mais le corps, il suit le mental. Si ton mental, il est déter, ton corps, il va suivre. Totalement vrai. Après, j'ai eu de la chance aussi, hein. Faut pas minimiser le truc ou se dire, ouais. Non, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Il y a des gens, ils reviennent pas. Il y a des gens, il leur faut plus de temps. En fait, c'est ça qu'ils n'arrivaient pas à capter. Ils savaient que je pourrais remettre les connexions nerveuses pour retrouver mon côté gauche, pour pouvoir, parce que j'ai dû apprendre à lire, apprendre à manger, jouer aux cartes, tenir une fourchette. Tout ça, j'ai dû réapprendre, tu vois. Mhm. Et du coup, déjà, j'ai eu la chance d'avoir ma daronne et mon daron qui était là, tu vois. Mhm. Moi, mes darons, ils se sont séparés quand j'étais petit. Mhm. Là, les deux darons, ils étaient là. Euh, Ils ont été choqués, tu vois, traumatisés un peu, tu vois. J'imagine. Toute la famille traumatisée, je dis. Toute la famille traumatisée, les amis traumatisés, le coach traumatisé aussi. Mhm. Et en fait, moi, tu as vu, à ce moment-là, hey, c'est dans la tête, ça veut dire, vas-y, ok, tac, c'est dur, mais moi, je vais revenir. Et tu as vu, il m'avait prescrit des médicaments contre l'épilepsie, des trucs, des doses de cheval. J'ai rien pris. J'ai rien pris. J'ai dit, ouais, vous voulez me shooter vos trucs là. Tu connais la France. Que des médicaments par-ci, par-là. Frérot, Mhm. j'ai pris 0 médicament. Ma mère, elle a pété un peu. Non, mais tu vas mourir. Je dis, je vais mourir comme un bonhomme. Laisse-moi mourir comme un bonhomme, mais pas comme un cramé. C'est mort. Mhm. Et du coup, je me rappelle, tous les jours, j'essayais de lire. Je réapprenais à lire. Tac, je lisais un peu, je dormais 1 heure. Je lisais genre 10 minutes, 15 minutes, je dormais 1 heure. Je faisais que des phases comme ça parce que ça me fatiguait nerveusement le cerveau, tu vois. Mhm.
Donc réapprendre à jouer aux cartes. Ma daronne elle joue au Uno avec moi pour me réapprendre à reconnecter le cerveau, tu vois. Mhm. Après, j'ai commencé à reprendre un peu le sport tranquillement, À la maison, tout à ça. la maison, tranquille, mobilité. Tous les jours, j'essaie de mobiliser, reprendre les pompes Mhm. pour remobiliser le côté gauche et tout truc. Et au bout de, ouais, même pas 2 mois, je crois. Je reprends en footing, truc, machin. Et je me rappelle, on est début avril, donc je fais le coma en février-mars. Mhm. Début avril, je forme un médecin du sport. Je lui dis, je viens faire un certificat médical pour pouvoir combattre en fin mai au Grand Prix de Paris. Mhm. Et, euh, et je lui dis pas que j'ai fait le coma. Donc, je fais toutes les batteries de tests cérébrales, électrocardiogramme, je fais toutes les batteries de tests. Tout Mhm. est au vert. Tout est au vert. Donc, j'ai mon petit papier qui me dit, je peux reprendre le sport officiellement. Le lendemain, je suis sur le tapis. Et 1 mois et demi après, je fais le Grand Prix de Paris 2017, si je dis pas de bêtises, ou 2018. Non, je crois que c'est 2017. Et je fais troisième ou deuxième, un truc comme ça. Troisième, je fais, ce jour-là. Ouais, c'est ça, ici, le De- Grand Prix de Paris 2017, Grand Prix de Paris 2018. 2018. Ouais, et 2017 aussi, ouais. 2017, bah c'est quand je reviens, c'est 2017, c'est juste Mm. après le coma, c'est cette période-là. Là. Mm. Et après, on a enchaîné. Hein. Tout ce qui suit derrière, le MMA, le sambo, voilà. Mais maintenant, le fait, en fait, d'être passé par on va dire, par ce chemin-là, qui a été celui de te mettre face, on va dire, à une réalité que beaucoup n'arrivent pas à surmonter, je pense, qui est le fait de se retrouver dans le trou, Ah, tu vois. bien sûr. Et ce que on apprend aujourd'hui, et ça c'est quelque chose de très fort que tu as dit, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est que inconsciemment, en fait, le physique suit toujours le mental. À partir du moment où je pense que tu es... Après, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas... C'est Dieu qui décide. Bien sûr. Mais je pense que pour la majorité des choses, c'est le mental qui suit le physique. Les personnes, par exemple, qui aujourd'hui disent oui, j'ai pas la force de faire ci, j'ai pas la force de faire ça, j'ai pas envie de faire ci, c'est une question d'envie en fait. Bien Je sûr. pense qu'à partir du moment où tu mets ton mindset en avant, Mm. c'est vrai que le reste suit et franchement, respect pour ça. C'est frérot. Respect pour ça. Et après ça, tu as enchaîné les combats, tu as enchaîné les compètes, les médailles, Exactement. etc. Comment tu peux décrire ta carrière à la suite de ce retour? Comment ça s'est passé? Même pour tes adversaires, pour ton équipe, pour ton entourage. Enfin, il y a sûrement des personnes qui ont dû te dire à un moment donné, vas-y frérot, laisse tomber. Tout le monde. Tu vois? Tout le monde, frérot. Tout le monde. Et te voir revenir comme ça, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Choqué, choqué, frérot. Mais tout le monde, ma mère, mon père, Mm. ma famille. Et pour eux, c'était impensable que j'allais remonter sur le tapis et reprendre des coups. 2 mois après. Oh, ils ne croyaient pas. Ils se sont dit, mais lâche l'affaire, c'est trop dangereux. Mhm. Les frérots, pareil. Ouais, arrête, oublie, oublie. Et la seule personne qui a cru en moi, enfin, qui a cru. Ma famille, ils ont toujours cru en moi, mais là, ils étaient, tu vois, Ils avaient peur pour ils toi. étaient pas, ils avaient peur pour moi, tu vois. Ah, Donc, il y avait une réticence à ce que je remonte sur le tapis ou dans une cage, ce qui est normal, tu vois. mhm. Mais mon coach, je dis à mon coach, je vais revenir. J'étais paralysé, je lui ai dit, moi, j'étais dans le lit d'hôpital, bah, paralysé, je dis, je vais revenir. Mhm. Ouais, ok, truc. Je suis revenu. Et quand je suis revenu, il m'a dit, ok, vas-y, tu veux faire quoi maintenant? Ah, je continue, frérot. Ah, je suis pas mort. Mhm. Ah, Dieu m'a donné une seconde chance. Pourquoi je devrais m'arrêter? Mhm. Et si je dois mourir sur le tapis, je vais mourir sur le tapis, frérot. C'est pas grave. Moi, c'est le Valhalla, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Je vais mourir comme un guerrier. Je veux mourir comme un guerrier au combat. Mhm. Non, c'est mort. Quitte à vivre, au moins que je vive du truc que j'aime. Tu vois? Sinon, autant pas vivre, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Totalement d'accord. Si je me lève chaque matin et que je kiffe pas ce que je fais, c'est inutile ma vie. Autant je reste dans le lit d'hôpital et je meurs du coup. Tu vois? Eh non, je suis pas mort. Je continue. Et donc lui, il m'a soutenu. Et il a cru surtout, au-delà de me soutenir, il a cru en mon retour. Tu vois? Et performant dans la foulée, tout ce qui s'est passé. Et alors d'aujourd'hui, il est toujours là, à me soutenir. Même encore après, quand il y a eu d'autres complications. Et il est encore là. Et merci à lui parce que ça a été aussi
difficile de voir ta famille avoir peur pour toi, mais du coup, pas de te soutenir. Mm. Tu vois, de se dire, ouais, oublie, un truc, de voir que même eux, ils croyaient pas en moi, dans le sens, peut pas revenir. Tu vois. Et moi, ça m'a. En vrai, je m'en foutais. Ça m'a un peu. Ça m'a pas blessé, mais je m'en foutais dans le sens. Oh, que tu le veuilles ou non, je vais revenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, même si vous me soutenez pas, la famille, c'est pas grave. Vous avez peur, c'est normal. Mais je vais revenir. Après, moi, j'ai une question par rapport à ça. Dis-moi. Parce que c'est vrai que nous, on a, on va dire, ce côté ambitieux, ce côté déterminé, tout ce que tu veux. Mais je pense qu'on se met pas toujours et assez souvent dans la peau des parents. Bien sûr. Donc aujourd'hui, Bien sûr. j'aimerais qu'on fasse cette expérience. Imagine-toi, toi, Max, aujourd'hui, tu as un fils. Ton seul fils unique. Exactement. Et il passe par la phase que toi, tu as eue. Wow. Et par la suite, il revient et te dit, papa, moi, je veux reprendre. En sachant ce que toi, tu vois de lui là maintenant. Que ferais-tu? Que lui donnerais-tu comme conseil, toi, peut-être à la place du parent? Ah, c'est compliqué. Et c'est compliqué parce que tu veux protéger ton enfant, mais tu veux aussi qu'il soit heureux. Mhm. Et là, en ayant vécu ce truc-là, je dis, ah ouais, tu sais que tu peux perdre la vie potentiellement ou pas. Ouais. Et s'il te regarde droit dans les yeux, tu dis ouais, mais c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux faire. Et en fait, que tu valides ou pas, je vais le faire. Mm. Je vais être inquiet pour toi, mais vas-y, on sera là, je serai là, mais ah, j'ai peur, je vais avoir peur. Et je sais que ma daronne et ma famille, à chaque fois que je combat, ils sont inquiets. Genre, c'est normal, on fait pas du foot. On se met des coups de tête dans la tête quand même, on se met des coups de coude au sol. Tu cherches à faire mal à l'autre, tu vois. Mhm. Et ça, toute la journée, tu t'entraînes à ça. Tu vois, même si tu es préparé, machin truc, tu sais que en tant que parent, tu te dis, ah. Et puis, mes darons, ils m'ont vu rentrer dans des états, que ce soit bagarre de rue ou entraînement. Mm. Ah, tu vois, gueule cassée, plus d'une fois, tu vois. Après compétition, même avec la médaille, gueule cassée. Mm. Je dis, wesh, ok, t'as la médaille, mais t'es comme ça, je comprends pas le. Tu vois, c'est compliqué pour une mère de voir son fiston se faire casser sa gueule. Mm. Donc, je me mets à leur place, bien sûr. Après, est-ce que je veux que mon fils il soit heureux? La vraie question, elle est là, tu vois. Mhm. Et est-ce que si je lui en empêche, il va être heureux? Est-ce que même il va le faire ou pas, tu vois? Mm. Quelle est la question, tu vois? Parce que je te pose cette question, pourquoi? Parce qu'en fait, je pense il est souvent important de se mettre dans cette peau-là parce que moi, de la vision que j'ai de ce sport-là, et quand je vois aussi mon entourage, ah ben c'est souvent ça qu'on se dit. Regarde, si les gars, ils sont en train de se la donner, tu sais pas dans quel état la personne va sortir, Bien sûr. tu vois. Mais maintenant, toi, à l'heure d'aujourd'hui, dans ton entourage proche, Ouais. il y a toujours les mêmes appréhensions à chaque fois que tu rentres dans un ring, ou avec le temps, ça a évolué, ou ça a changé, ou il y a peut-être plus confiance en tes capacités, ou il y a une différence que tu remarques, toi, aujourd'hui. Euh, pour ma famille, c'est toujours compliqué. Ouais. Mais en fait, vu que ils savent que je donne corps et âme à ça, je m'entraîne dur, je fais les sacrifices qu'il faut pour. Tu vois, je travaille à mi-temps, je donne des coachings à gauche, à droite. Je m'entraîne quasiment 2 fois par jour, tous les jours, depuis plus de 10 ans. Ok. Donc, quand ils voient l'investissement que je mets et que moi, c'est mon kiff de faire ça, Mhm. ils me soutiennent. Et en plus de ça, je suis performant. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça veut dire au haut niveau, je te parle. Donc, Mhm. ils sont fiers de moi, tu vois. Ils sont fiers de moi. Mais bien sûr que dans leur tête, il y a toujours une appréhension de fais attention quand même, prends pas un mauvais coup ou truc. Mais ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais à l'heure d'aujourd'hui, et aussi avec le MMA qui a été légalisé en France, Mhm. du coup, il y a moins d'a priori sur le sport aussi, tu vois, sur ce Mhm. sport-là en tout cas. Mhm. Tu te dis, ah ouais, tu rentres dans une cage. Tu vois, au début, quand tu dis ça, quand ma mère, je lui dis, ouais, je rentre dans une cage. Et pourquoi t'es un animal? Pourquoi tu veux rentrer dans une cage? Je comprends pas. Non, mais c'est pour éviter de tomber, parce que dans le ring, tu peux passer. Là, c'est bien pour la lutte. En plus, je suis un lutteur, moi, j'aime bien, un truc. Mais une cage, quand même, je comprends pas. Donc, déjà, tu tapes un mec au sol, mais t'as pas honte. Tu tapes un mec au sol. Je dis, ouais, mais le mec au sol, il peut me mettre des clés de cheville, il peut m'étrangler, même si je le tape, tu comprends? Mhm. Non, ils comprennent pas. Mais parce que
C'était des années-lumière de eux qui connaissaient aussi du truc, tu vois. Et maintenant, avec la légalisation et toute la publicité qui est faite sur le MMA, là, ils captent. Mhm. Et la dernière fois, on était en repas de famille, j'ai passé mes combats, tu vois. Et c'était la première fois que je le faisais. Et ils ont kiffé, tu vois. Donc ça, les mentalités, elles avancent, tu vois. Elles évoluent. Elles évoluent. Et alors d'aujourd'hui, ils me soutiennent. Ils sont toujours inquiets, mais ils me soutiennent à 100%. Ouais. Et c'est C'est cool. le plus important. Ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Pourrais-tu nous parler un peu de ton meilleur souvenir depuis que tu combats? On va dire, je vais même t'en donner deux. Deux de tes meilleurs souvenirs que tu as depuis que tu combats. Je sais Mais- pas, ça peut être deux victoires, ça peut être deux clés, deux crochets que tu avais bien placés, quelque chose. Un Deux événement ou quelque souvenirs. chose. Deux souvenirs mémorables. Il y en a beaucoup, hein. Euh, Lequel je vais te... Ah là, tu me poses une colle. Deux souvenirs. Deux des meilleurs souvenirs que tu as pu avoir. Ou si tu veux, allez, trois. Je t'en rajoute un troisième. Comme ça sera peut-être un peu Troisième. plus simple. Non, il y a le Grand Prix de Paris où je prends la ceinture avant je crois que c'est en 2019, où je prends la ceinture du Grand Prix de Paris parce que ce jour-là, donc c'était à Paris, donc à la maison. Tout le club, tous les frérots qui étaient venus me soutenir. Mhm. Et ce jour-là, je marche sur l'eau, frérot. J'imagine. Ça veut dire tous les combats, je les termine. Mhm. Soumission, que je crois, je mets que des soumissions sur les 3 premiers combats. Mhm. Et la finale, je prends un mec, c'est pas un Kazakh, c'est Turkménistan, je crois. Mhm. Euh, et je crois qu'il était médaillé au championnat du monde, ce gars-là. Et je le prends en finale. Et dès le début, il me jette et il marque 4 points, tu vois. Donc Mhm. dès le début, je suis mené dans le combat, tu vois. Et en fait, ce jour-là, le public, vu que c'était les finales, le public français, il était pour moi, ça m'a poussé. Mhm. Et je suis allé chercher ma victoire. Je fais un combat de malade. Alors que je suis mené, je fais un combat de malade et je prends la ceinture. Et ce jour-là, c'était une finale de. Les gens qui criaient, qui me soutenaient, c'était une dinguerie, c'était incroyable. Mhm. Donc, ça, ce souvenir-là du Grand Prix de Paris est pas mal. Ensuite, toujours Sambo, il y a eu un gros tournoi en Russie, à Kazan. Mhm. Ça s'appelle la Coupe du Président, c'est un des plus gros tournois en Russie. Et la seule fois où je fais médaille d'ailleurs, bah, c'est la première fois. Première compétition engagée là-bas, je fais médaille. Mhm. Et en fait, à savoir, en sambo, tu as le droit d'avoir combattu, même si tu as été blessé ou si tu as pris un petit KO pendant le combat, tu vois. Ok. Donc, et à l'époque, tu avais les repêchages, tu vois. Et donc, je perds, et je perds par KO sur le russe. Tu vois, je ne sais plus si c'était en quart ou en demi, ouais, je ne peux plus te dire. Je me fais éteindre. Sauf que derrière, je dois me remotiver pour me réchauffer pour aller chercher la place de 3. Donc je dois recombattre. Alors je me suis fait coucher, je suis flégon comme ça, j'ai pris, je sais plus où je suis, j'ai envie de dormir, frérot. Et on est en Russie, frérot, écoute bien la dinguerie. Et elle est marrante cette histoire, ça c'est une bonne anecdote. Et, j'ai un partenaire comme moi, il a perdu et il veut pas faire sa place de 3 parce qu'il est blessé au genou, il veut pas combattre et tout truc. Et à savoir que si tu fais pas podium, tu prends pas d'oseille. Tu vois. Ok. Donc tu as de l'oseille un petit peu en jeu, tu vois. On n'est pas là pour l'oseille quand même à la base. Mhm. Et t'as vu, on est là comme ça dans la salle de chauffe, lui et moi on doit combattre, sauf qu'on veut pas y aller. Non, je veux pas, gros, je suis gonflé, je viens de me faire prendre KO, dans 15 minutes je dois retourner, c'est mort, je veux pas. Et lui pareil, il veut pas et tout. Le coach il appelle. T'avais le coach de l'équipe de France, mais notre coach à nous du club, il appelle sur le téléphone. Mhm. Sur la vie de ma mère, Max. Si tu montes pas sur le tapis, je te nique, c'est mort, tu fais ta place de 3, j'en ai rien à foutre, tu vas te péter. Et j'ai OK. Et là on chauffe, on dit vas-y, nique sa mère, vas-y, viens, on se péta, on va se péta. Mhm. Et lui et moi, on fait troisième. Et en fait, délire de ouf parce que 10 minutes avant, je voulais plus combattre parce que j'étais physiquement bien gonflé, que j'avais pris un KO. Et en fait, quand on parle encore vas-y, on s'est chauffé, vas-y, viens, on va faire la guerre. Mm. Vas-y, de toute façon, on est là pour ça. Ouais, vas-y, peut-être je vais me refaire éteindre, je vais rien à foutre. Et je fais un combat de ouf sur l'Allemand en plus, qui était très très fort. Et je fais ma place de 3. Et lui, derrière aussi, il fait sa place de 3. Mhm. Et du coup, on a ramené la belle médaille sur ce gros tournoi qui est un
plus gros tournoi de sambo qui existe. Mhm. Donc, lourd. Lourd. Bon, Franchement, ça, c'était une bonne année, ça, c'était une bonne anecdote. bien sûr. Et troisième, le retour du MMA après ma blessure au poignet. J'ai été mis sur la touche pendant 1 an et demi avec j'ai 2 opérations au poignet. Mhm. Et retour en MMA, premier combat depuis, je crois, le dernier c'était pendant le Covid, donc tu vois, ça datait, ça faisait 2 ans ou Mhm. 2 ans, j'avais pas combattu en MMA et j'étais revenu en sambo. J'avais fait que un tournoi, deux tournois, j'avais fait championnat d'Europe et Coupe du Monde. Mhm. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que championnat d'Europe, je perds premier tour, donc c'était mon retour à la compétition. Mhm. Et Coupe du Monde, je prends KO, coup de tête KO. Et 1 mois après, je combattais en MMA. Et j'ai dit à personne que j'avais pris un KO, sinon je ne pouvais pas combattre en MMA, tu vois. Donc déjà, en termes de sérénitude, tu n'y es pas, tu vois. Tu as besoin de confiance quand tu vas te péter, tu vois. Mm. Surtout dans une cage et que tu es sur 2 défaites, même si c'est sur des tournois de sambo, tu es quand même sur 2 défaites, tu vois. Mhm. Et donc là, je me dis, bon, c'est chaud, mais vas-y, j'y vais. Et c'était mon retour en MMA. Et en fait, premier round, 2 minutes, je lui mets le pressing et je l'étrangle. Et je gagne. Et ce jour-là, en fait, ouais, soumission. Et en fait, truc de ouf, parce que cette soumission-là, c'est une soumission que j'avais travaillé avec mon coach pendant des années, parce que je l'avais prise sur un combat. Donc, on l'a travaillé pour la défendre. Et ce jour-là, c'est la première fois que je la mettais en combat. Et donc, je l'étrangle sur une technique qu'on a travaillé la défense pendant des années, parce que je la prenais tout le temps. Mhm. Et là, c'est moi qui la mets et sur un retour comme ça. Et c'était une libération ce combat-là. Donc, ouais, troisième bon souvenir, celui-là. Franchement, c'est fort, frère. J'aurais pu te demander le truc négatif, mais en fait, on n'est pas là pour la Non, bien négativité. sûr, bien sûr, bien On n'est sûr. que pour le positif. Bien Et, sûr. ce que je comprends en fait de tout ce que tu dis, c'est vraiment le côté mental. À quel Ouais, point le côté mental est très important en fait, surtout dans un sport comme le tien. bien sûr. Et moi, j'avais aussi une autre question encore. Tu sais, moi, j'ai une certaine image des combattants MMA. Pour moi, le combat MMA, je sais pas si tu es d'accord avec moi, ça fait partie, selon moi, des sports diffusés les plus violents, entre guillemets. Je pense. Surtout ici en Belgique, Bien sûr. en France, etc. Mm. Et je me dis, pour faire usage d'autant de violence, je me dis qu'il faut quand même avoir un grain de folie, d'une certaine façon. C'est mon avis. Bien sûr. Ouais, je pense. Mais maintenant, moi, ce que je me demande, ce grain de folie-là, comment tu fais pour le canaliser dans la vie de tous les jours? Parce Oh. que j'imagine que tu dois... Bon, toi, ça va, t'as les oreilles. Donc des fois, ça peut calmer. Ça peut calmer des fois certains. Hein. Bien Mais sûr. Mais, au quotidien, quand tu es dans une situation un peu délicate, comment toi, tu gères ça? faut tempérer. C'est compliqué, hein. C'est très, très compliqué. Après, avec du recul, maintenant, je te donne pas l'heure, frérot. Mm. J'essaie de. Après, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, tu vois. Mhm. Mais là, sur les dernières années, ça canalise, vas-y, c'est passe. Ensuite, ma mère, si tu veux, vas-y, c'est passe. Mhm. Au-delà du MMA, tu vas finir dans un coffre. J'ai pas envie de ça. Mhm. Non, laisse-moi tranquille. Mais non, non, après, vas-y. On va dire que moi, en tout cas, le travail que j'ai fait sur moi, sur moi-même, tu vois, je veux pas, c'est d'essayer de garder ça pour les entraînements et pour le combat, en fait. Mhm. C'est-à-dire ce que je canalise, t'as vu, si lui je le tape parce que truc machin, au-delà de répercussions qu'il peut y avoir, Mhm. comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas mis c'est pas mis sur cette rage-là, cette haine-là, ce truc-là, elle va pas être mise au bon endroit. Ok. Garde-la pour la mettre au bon endroit. Le bon endroit, c'est la salle d'entraînement et le jour J. Mhm. Ouais, ouais. Garde ça pour le jour J. C'est pas grave. Il peut penser ce qu'il veut, m'insulter de ce qu'il veut. C'est dur, hein. C'est dur. Surtout quand tu sais que tu peux le niquer. Tu vois ou pas? C'est très très dur. Parce que tu sais que tu as ça dans. Et que moi, mon caractère fait que des fois, je démarre vite et que, vas-y, j'ai un tempérament. C'est tout feu, tout flamme, tu vois. Mhm. Vas-y, canalise le bail, gros, ça sert à rien. Truc. On est déjà passé proche de la mort. Truc. Mhm. On connaît. Voilà, la justice, tout ça. Vas-y, tranquille. Vas-y, c'est pas grave. On ira à la salle, je vais taper dans le sac 2 fois plus fort. C'est bien.
C'est Ouais, beau. c'est un beau message de résilience parce que moi, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, le problème aussi que le MMA a apporté dans, Ah, dans notre notre vie au société, quotidien, bien dans sûr. notre société, c'est que les gens, une fois qu'ils vont un peu à la salle, ils pensent qu'ils peuvent taper ou se prendre pour Chuck Liddell. Si c'est Chuck Liddell, je sais pas comment c'est, si c'est comme ça qu'on le prononce, tu vois. Donc, et le fait de savoir justement que toi, tu arrives à canaliser ça justement dans le même sport, Hmm. c'est important et je pense que c'est un message important à passer aux jeunes, Bien sûr. tu C'est vois. moi, ce que je fais aussi à côté de m'entraîner, je suis surveillant dans un collège et je donne des cours Mhm. aussi à des adultes et aussi aux ados. Mhm. Et moi, le truc que j'essaie de faire passer comme message, déjà, j'essaie de tous les petits, j'essaie de les ramener au sport déjà, tu vois. Ça, c'est, je Mhm. leur casse les couilles avec ça. Tac, vas-y, viens t'entraîner. Ah, Mhm. t'aimes bien te battre dehors. Vas-y, ah, tu fais la KRA, vas-y. Viens t'entraîner. Il y a des règles, tu vas pouvoir taper un homme dans des règles. Et tu vas voir que le mec que tu vas vouloir taper pendant 1 minute. Mais ça dure 5 minutes, frérot. Parce que c'est bien beau de vouloir déchaîner là pendant 20 une secondes, minute. t'es fini, hein, t'es déjà, C'est comment? c'est fini. Et donc, ça t'apprend à contrôler le truc. Et moi, c'est ça que j'aime bien avec les petits, c'est de les ramener là-dedans. Et même si j'y arrive pas, le message que j'essaie de faire passer, que moi j'ai appris avec le judo, c'est Mhm. voilà, c'est ce respect, humilité, rester humble, Mhm. le partage et Mhm. toutes ces valeurs que le judo m'a transmises et que tous les arts martiaux m'ont transmis. Mhm. J'essaie de le ramener avec moi, avec les petits, pour leur faire passer des messages, pour aussi la mentale. Mhm. Tu vois, ouais, t'as fait 2 cours de boxe. Et alors, Mhm. pourquoi tu veux taper? Donc, tu t'as fait 2 cours de boxe, tu veux taper les plus faibles. Pas comme ça, la vie. Ou alors, va avec les pros. T'as fait 2 cours de boxe, tu te sens chaud à taper des petits, va avec les pros. On verra si tu tiendras un round, tu vois. Mhm. Tranquille. Voilà. Et après ta carrière dans le MMA, qu'est-ce que tu comptes faire en fait? Tu penses pouvoir rester dans ce domaine en faisant quelque chose? Ou est-ce qu'une fois que tu arrêtes, tu raccroches, tu fais autre chose, tu prends ta retraite? Parce que moi, ce que je te souhaite, c'est plus tard, j'espère quand même te voir à la TV. Hein. Bon, je vais pas regarder tout le combat parce que ça me ferait mal de te voir te prendre des beignes. Je vais peut-être, ah, il est là le frérot, tranquille. Bon, éteins, on attend de voir la fin. Mais après toute cette carrière, Ouais. que comptes-tu faire? Tu vas rester dans le domaine, essayer d'apporter ta touche à toi? Ou est-ce que toi, une fois que c'est fini, tu raccroches, tu passes à autre chose? En fait, ma vie, elle a toujours été liée avec le sport. Donc, je me vois pas arrêter le truc qui me fait vivre et me lever chaque matin, tu vois. Hmm. Que je sois plus dans le haut niveau, parce que le temps va passer, l'âge, et puis aussi la vie. Hmm. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester dedans parce que déjà, j'aime ça. Et ouais, pourquoi pas coacher, m'occuper des petits et des plus vieux aussi, tu vois. Mhm. Mais je vais rester dedans. Je vais rester dedans parce que c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me fait vibrer. C'est, tu vois, ah, je sais que je vais m'entraîner aujourd'hui, ah, je suis content. Je sais que, non, sans ça, ah, ça me gratte, ça me démange, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Tu vois, aujourd'hui, je me suis pas entraîné, tu vois, dans ma tête, là, ça me démange. Tu vois ou pas? Je me Désolé, dis, non, t'inquiète. c'est de ma faute. Mais donnez que je fais un footing ce soir, tu vois ou pas? Si, Donc, si. c'est ma drogue. Donc, et un drogué, il a besoin de se droguer. Donc, je vais rester dedans, tu vois. Ouais, 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 ouais. Je vais rester dedans, c'est sûr. Et tu penses que financièrement, bon, je dis pas, tu penses, tu es dedans, donc tu dois savoir. Financièrement, est-ce que c'est un bon moyen de gagner sa vie? Ou est-ce Financièrement, que c'est que sur le long terme? financièrement, tu survis. Ouais. Financièrement, tu survis et 90% des mecs qui font du MMA survivent en faisant des tafs à mi-temps, des jobs, des coachings pour pouvoir payer les factures et pouvoir avoir du temps pour Pour s'entraîner. s'entraîner surtout. Ouais. C'est surtout ça. Et maintenant, heureusement que ça s'est un peu popularisé et qu'il y a un peu plus de sponsors, un peu plus de trucs. Mais tu connais le nerf de la guerre. Ce qui marche à l'heure d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Être fort sur les réseaux sociaux te permet d'avoir des sponsors, donc un peu plus de moyens pour payer tes factures, entre guillemets, et pouvoir t'entraîner. Et voilà, c'est le nerf de la guerre. Mais trois quarts ouais, 90% des gars, ils vivent pas du MMA. Et puis les primes, les primes, si tu vas combattre 2 fois dans l'année, même si, on va dire, tu prends un petit cachet, Mm. ah, le jour où tu es blessé, c'est comment aussi?
C'est ça. Donc, C'est pas de congé payé. ah, bah non. Donc voilà, trois quarts des gars, ils taffent. Moi, je taffe. Et puis je préfère en vivre. Bien sûr. Si tu étais payé à t'entraîner, tu serais, en tout cas, tu serais plus performant, tu vois. Bien Moi qui ai sûr. parlé avec les Russes qui s'entraînent et qui sont payés pour ça, Mhm. qui ont des aides de leur ville, de leur état de leur région Ouais. pour avoir des subventions et tout machin. Mhm. Donc, forcément que les mecs ils sont C'est normal. opérationnels. Ouais, c'est Tu ça, vois. c'est vrai. C'est vrai. Mais vas-y, ici c'est la France. On va pas commencer à débattre de ça parce que sinon on va refaire le monde. Mhm. C'est comme ça. Il y en a certains, ils ont la chance d'avoir des bons réseaux, bonne communication et ils peuvent avoir un peu plus d'oseille pour pouvoir s'entraîner. Mhm. Et pour le reste, c'est la galère. Et c'est quoi les choses selon toi qu'il faudrait changer dans, si je peux dire, le MMA ici en France, même dans les petites structures, pour pouvoir améliorer les disciplines et permettre justement à les personnes de, si pas forcément vivre de ça, mais au moins motiver les personnes à encore plus, allez, à être beaucoup plus nombreux à embrasser ces disciplines, par exemple. Tu vois. Bah, Toi qui es sur le terrain, quelles sont les choses que tu as pu constater faudrait peut-être modifier ou bah, améliorer? déjà, l'échec pour les combattants, parce que se faire péter la gueule pour 1 200, 2 000 euros, même 3 000 euros, même 4 000 euros, ah, tu te fais quand même péter la gueule, mec. Mm. Puis tu as tous les sacrifices avant, tu as le régime, le coaching. Il suffit que ton management, il te prend des sous, faut pas oublier, il faut payer le management. Si ton coach, il te prend des sous, moi, mon coach, il me prend pas de sous, mais tu as aussi ça. Et si tu dois payer le masseur, le truc, donc en vrai, tu en perds. Mm. Et même si tu as pris 10K, tu veux rentrer en Je France, dois- tu dois payer les impôts, les impôts. et les trucs, et le. Ah, gros. Donc au final, c'est. Ah, donc là, pour revenir sur les primes, il faudrait que les primes soient plus élevées. Mhm. Ok, sur ça, je pense que sur ça, on est d'accord, hein, parce que quand tu vois les footeux qui sont sur le banc, qui prennent des gros cachets, toi, tu rentres dans une cage, tu te fais éclater pour 3 000 euros, il y a un déséquilibre quand même. Que tu te fais éclater, mais tu as les frais médicaux aussi. Bien sûr, t'as aussi ça. T'as les frais médicaux. T'as les frais médicaux, et au-delà de ça, là, je vais revenir pour le sambo. Mhm. T'as vu, l'équipe de France, il n'y a pas d'eau, il y a pas d'oseille. Il n'y a pas d'oseille, tu vois. Il n'y a pas d'oseille. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Déjà, il faudrait que le sport en France, on puisse se dire, vas-y, comme aux États-Unis ou comme en Europe de l'Est, tu as les cours le matin, l'après-midi, c'est que entraînement. Ou Mhm. art, ce que tu veux, danse, musique, ce que tu veux. Mhm. Mais te dire, vas-y, moi, je veux faire du sport, je peux en vivre. Ouais. Et je vais tout faire pour y arriver, tu vois. Mhm. Et ce truc-là, de un peu à l'américaine. J'aime pas, j'aime pas l'ambiance américaine, mais dans le sens où, vas-y, tac, t'es à l'école, mais t'es un athlète, vas-y, on va t'aider à aller dans ce truc-là. Mais Ouais. il faudrait que, en tout cas, la France, les investisse sur le sport, tu vois. Mhm. Que tu te dises, vas-y, des classes sportives, ça devrait être que des classes sportives, en vrai. Ou classes d'art, de ce que tu veux. Mhm. Mais mettre de l'oseille dans des structures et former des jeunes, mais tout le monde s'en tape en France des sports de combat. Même tous les autres sports, en vrai, il n'y a que le foot qui paye. Quoi d'autre qui paye? Tu vois, il y a des mecs qui sont en équipe de France d'athlétisme. Frérot, ils sont au RSA. Ah ouais, c'est réel. Donc, et pourtant, tu représentes le pays. C'est-à-dire, tu te fais péter ta gueule, tu ramènes la médaille. Ok, les gens, ils t'applaudissent. C'est bien, tu as le visage fracturé, tu avec ta belle médaille. Je te parle en connaissance, c'est pour ça que je te dis ça. Parce que ma première médaille, je me fais fracturer le visage. Donc, je ramène la médaille, mais fracture du visage. Et ça va à l'hôpital, ça te dit, ouh, c'est chaud. Si on te met une plaque, fin de carrière. Et donc, c'est comment? Tu représentes le pays, tu représentes, moi, je suis fier de représenter ma ville, Vitry, mon quartier, Moulin-Vert, et de représenter le drapeau fièrement. Mhm. Il n'y a pas d'oseille. Pourtant, je représente le pays à l'international, frérot. Tu vois? Ouais. Donc, et des mecs comme moi, et même des meufs, il y en a plein, dans d'autres sports. Badminton, ce que tu veux. Des mecs qui sont performants, qui représentent le pays, bordel. Vous leur donnez pas une cacahuète. C'est pas normal. C'est pas normal. Surtout après les JO, après tout ce que vous nous avez fait là pour les JO. Frérot, comment ça? T'es champion olympique, tu Ouais. prends 80 000. Champion olympique, 80 000. T'as vu ça où?
pourtant, je trouve qu'ils ont déboursé un budget fou pour pouvoir. Ouais, mais pas pour les athlètes. faire- Et là, à l'heure d'aujourd'hui, ils suppriment les aides, le passeport, ça s'appelle. Ok. Le passeport, c'était des aides de 6 à 12, je crois, qui aidaient les familles pour pouvoir les inscrire au sport. Ils ont supprimé économie. Donc, tu veux que nos petits jeunes, ils fument du shit et ils vendent de la drogue et ils niquent tout. Et que ça devienne des gros lards sur TikTok, en fait, c'est ça que tu veux. Mm. C'est-à-dire, même si là, après les JO, vous avez fait la pub, la promotion de Paris, les JO, le sport, mais tu retires l'aide au sport. Je comprends pas. Ouais. Et tes athlètes, tu les payes pas. C'était que de la poudre aux yeux, en fait. Donc, il Ouais. y a un déséquilibre par rapport à ça. Mais Mm. si les jeunes, tu leur dis, vous pouvez faire carrière, vous pouvez vivre de votre passion, t'inquiète pas, dans les quartiers, il y a des petits qui veulent se péter, hein, ils sont chauds. Mhm. Et quand ils voient la réalité, quand ils vous voient la réalité, parce que là, ça se popularise et tout le monde dit, ouais, je veux aller ici, comme Saladin, nanana, des millions, machin truc. Mais gros, quand tu vas voir la réalité, tu vas rentrer dans une cage pour 700 euros et tu vas te faire péter ta gueule pour 700 euros. Tu vas dire, oh, wow, C'est un délire. Hein. wow. Attends, je 700 m'entraîne deux fois par jour, 3 fois par jour, je fais des régimes, des coachings, trucs. Mm. Je vais pas. Voilà, je te parle avec le mariage du frérot, j'y vais pas. Enterrement de vie de garçon, j'y vais pas. Ah, allô, là, il y a une raclette en famille. Ah, désolé, je peux pas venir, là, je suis au régime. La semaine prochaine, je suis là-bas. Ah, c'est des sacrifices. Mm. Des sacrifices de fou. Et t'as pas ce qui va avec. Au moins, juste payer tes factures pour pouvoir t'entraîner tranquille, tu vois. Mm, mm. Et ça, c'est la réalité, tu vois. Ça m'a plus l'air d'être de la survie, en fait. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est de la survie. Après c'est des choix de vie. C'est qu'est-ce que tu veux faire. Moi, je suis droit dans dans mes baskets, tu vois. Ça veut dire, moi, j'ai choisi que ce soit la survie, mais au moins, je fais ce que je veux et j'ai du temps pour faire ce que je veux, tu vois. Mm. Et essayer d'être le plus performant possible, tu vois. Mhm. Et alors d'aujourd'hui, 32 piges, il ne reste pas beaucoup d'années pour continuer d'être performant. Donc, autant que je kiffe, tu vois. Je te souhaite la carrière de Romero. Je veux que jusqu'à 45 ans, tu mettes des KO. Ah, c'est long, 45 ans, c'est long. Ah, c'est long, hein. C'est trop, j'avoue. Ah oui, frère, là, tu m'as dit 45, j'ai dit, ah, j'ai 32. Encore là? Tu veux me rajouter 10 piges? Ah ouais, t'es À quel chaud. moment je vais faire les enfants? À quel moment je... Ah ouais, à quel moment je vais me reposer? Ah ouais. Non, peut-être pas 45. Après, on sait pas. Ça se trouve, je vais avoir une durée de vie dans le sport. Et puis, faut pas oublier, c'est des patates que tu prends dans la tête. Donc, tu as un Mhm. quota aussi de résistance. Puis la vie aussi. Peut-être qu'un matin, je vais me réveiller, je vais me dire, hey, je veux plus. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu savoir déjà ce que tu allais faire après. Parce que pour moi, c'est très important. Parce que je pense que tu as une mentalité qui est importante, tu vois. Aujourd'hui, je pense que l'après-Covid a fragilisé un peu les gens. Bien sûr, Tu vois, les gens, on a senti vraiment un avant et un après-Covid. bien sûr. Et je pense que là, aujourd'hui, Surtout chez les jeunes. Moi, en tout Surtout cas, chez je les l'ai jeunes. senti beaucoup sur les jeunes, tu vois. c'est parce qu'à un moment donné, on a été obligé de se renfermer. Mhm. Donc, du coup, le téléphone est devenu le meilleur ami. Les réseaux sociaux sont devenus les meilleurs amis. Tu vois, on a pris cette habitude-là. Et donc, c'est très important aussi, justement, que tu puisses apporter ce truc en plus et aussi nous éclairer par rapport à la profession parce que on a tous des idées fermées par rapport à ça. Surtout les parents, surtout les anciens, Bien sûr, bien sûr. les parents qui ont peur de mettre leurs enfants là-dedans, Bien tu sûr. vois, parce qu'ils se disent que c'est comme si j'envoyais mon gosse à la mort. Ouais, je Tu vois vois. ce que tu veux dire. Une Alors, patate, ça peut... ça, c'est si tu fais du professionnel, bien sûr. Mais les sports de combat, euh, après, tout dépend du coach, du club dans lequel tu vas. Mais généralement, le sport de combat a des belles valeurs de partage, de respect, tu vois. Surtout de discipline. C'est ça, c'est pour ça qu'on appelle ça une discipline. Bien sûr. Mm. Bien sûr. Donc, faut pas que les gens ils aient peur. Tu vois, les parents, ah, si le petit ou la petite, ah, je veux le truc. Justement, c'est bien. C'est bien. Emmenez-les au sport, qu'ils se défoulent, qu'ils apprennent à tomber, à se servir de leur corps, Mm. à pas avoir peur d'une confrontation, de savoir se défendre et surtout de pouvoir se défouler. Tu vois, c'est un défouloir. Pour les petits, c'est magnifique. C'est clair, c'est Et clair. ça t'apprend l'humilité, ça t'apprend le respect et ça t'apprend le contrôle de soi aussi. Ouais. Parce que c'est bien beau de taper ou de trucs, mais La tu dois maîtrise. apprendre la maîtrise, bien sûr, Maîtrise. la maîtrise. Et tout ça, c'est important. Je pense que ça, faut pas le négliger dans l'apprentissage, surtout des plus jeunes. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose que, malheureusement, je vais prendre l'exemple du foot.
Mais tu vois, par rapport au foot et au sport de combat, la mentalité des petits, c'est pas la même déjà qui est transmise, tu vois. Encore une fois, on revient sur le club, le coach et tout le truc. Mais je trouve dans le sport de combat, il y a quelque chose de plus intéressant, plus de messages et de valeurs à faire passer, plus, plus logique et plus forte dans ce sport-là, tu vois. Après, dans tous les sports, parce que ça reste du sport, tu vois. Mais plus dans les sports de combat, parce que ça reste du combat, tu vois. Ouais. Et donc, tu vas taper quelqu'un, mais tu vois, le judo, tu salues ton adversaire avant, tu salues après, tu vois. Signe de respect. Donc, même si tu l'as tu l'as C'est ça, froissé, tu dois le tu respecter. vois. C'est ça. C'est Ouais. exactement ça. Et moi, c'est cette mentalité-là que j'essaye d'amener, que ce soit au taf avec les petits, que ce soit aussi en MMA. C'est valeur de respect et de partage, tu vois. Yes, yes. J'avais une dernière question pour toi. Imagine-toi que tu es dans un monde parfait dans lequel tu meurs, Ouais. mais que Dieu te donne l'opportunité de te réincarner en un animal de ton choix. Lequel tu choisis? Un animal de mon choix. Et que tu dois vivre ton éternité dans la peau de cet animal. Lequel choisirais-tu? Oh putain, c'est dur là. Je suis pas trop animaux, ça, truc, la symbolique en plus. Ah Ça ouais. te laisse l'opportunité de faire une autre discipline que de taper. Maintenant, de s'imaginer un animal. Ah, Non, mais je pense que tu vas trouver. peut-être le lion. Pourquoi le lion? Parce que au-delà du roi de la savane, Mhm. c'est un animal qui m'inspire il est majestueux, il est fort, il est beau, mais surtout, au-delà de tout ça, qui m'inspire sur tout ça, c'est euh, tu vois, la savane, la liberté. La Il liberté. est libre. La T'as vu? Il est libre. Il fait ce qu'il veut, frérot. Ouais. Tu vois, il y a ce truc-là il fait ce qu'il veut et il peut te grailler. C'est lui le boss, il peut te grailler. Mhm. Mais ce truc-là il est libre, il va où il veut, tu vois. Mhm. Et je sais pas, le lion, la savane, l'Afrique, moi, c'est quelque chose. Mhm. C'est, ouais, le lion. Si je dois me réincarner, le lion. Moi, dans ce que tu dis, je vois surtout le côté protecteur. Et ouais, aussi, Tu vois. ouais, Parce protecteur. que ça se voit que t'es comme ça. Tu vois. Ouais, ah oui, oui, T'as ce oui. côté loyal. Ouais, ouais, jusqu'à la mort. Ah, sur ça, la loyauté, moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Ouais. Tu vois, que ce soit en amitié, en amour ou famille. Mhm. Et tu vois, on n'est pas grand-chose sur cette planète, mais il y a des choses Primordial, bien sûr. qui sont très importantes. Et moi, sur certaines valeurs, on en parlait tout à l'heure, sur la mentale, la loyauté, c'est quelque chose qui prime énormément. Et ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ça prend tellement de place que des fois, quand il y a quelqu'un qui me trahit, ça peut carrément, tu vois, Mhm. ça peut carrément, ouais, non, c'est mort. Ah, c'est mort. C'est mort après. Et puis je suis rancunier en plus de ça. Donc... Mais non, 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 Ok. là, ouais. En tout cas, merci pour ce moment. Merci pour Merci cet à toi. échange. On en a appris beaucoup sur toi. Et pour le reste, restez totalement dedans. Pour la suite, nous, on te souhaite des titres, bien évidemment. Merci. Et j'espère aussi que lors du prochain titre, d'ailleurs, on va commencer à venir voir tes combats aussi. Vas-y, avec grand plaisir. Prochain titre, si on peut avoir une petite dédicace totalement dedans, ça Bien me fait- sûr, bien sûr. Ça, t'inquiète, ce sera dédicacé celle-là. ça c'est un plaisir. Frérot, merci sur beaucoup, moi. en tout cas. Merci beaucoup. Pour le reste, totalement dedans comme d'hab. C'est carré. Comme un braqueur de vie, j'ai eu des nuits blanches et des jours gris. Des jeudis noirs, vie de tous les jours. L'échec est un poids trop lourd à porter. Du ghetto loin du ghetto, le monde est un grand ghetto. De ceux qui